Eh bien, bonsoir à tous. Voici donc notre troisième volet de notre thème sur l'éducation, passerelle vers le futur. La fois dernière, nous avons mis l'accent sur trois éléments importants pour le développement de la conscience solidaire, qui, comme nous l'avons vu, n'a pas grand-chose à voir avec la conscience de solidarité. Vraiment la conscience que l'univers est un tout, un ensemble. On avait vu qu'il était important de développer le mental, le cœur, la compréhension par le cœur et la sensibilité. Et je vous annonçais que nous allions réussir à développer tout cela. Nous commençons donc justement par les sens et nous allons le faire sur plusieurs mois pour prendre le temps de développer vraiment dans les détails ce que peut apporter pour chacun d'entre nous l'essence, le développement des sens, et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement important. Que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour la nôtre, donc à n'importe quel degré de conscience, les sens sont vraiment une très très grande importance. Alors voyons un petit peu justement ce que nous apportent ces sens. D'abord peut-être en les définissant. En effet, si on croit, comme on le croit d'habitude, parce qu'on souvent on nous enseigne ça, que les sens sont simplement donc une fonction qui nous permettent de découvrir le monde tel qu'il est. Donc on découvre, nos yeux découvrent des couleurs ou des formes, nos oreilles des sons ou des bruits, nos papilles gustatives des goûts, etc. Si on pense qu'effectivement nos sens ne sont là que pour décoder ce monde réel, on ne peut pas comprendre tout ce qui va suivre. Il faut donc revoir à la hausse la définition d'un sens. Comme je vous l'ai souvent dit, parce qu'on en parle à propos du mental, qui est un sixième sens, et qu'on verra un petit peu plus tard, un sens est une fonction qui perçoit des vibrations et qui les transforme en informations. Donc il y a deux aspects. Il y a effectivement la capacité de percevoir des vibrations et de les transformer donc en informations, donc par l'intermédiaire de notre cerveau. Ça c'est très important parce que comme tout est vibration, cette définition d'un sens nous permet de nous ouvrir à des choses totalement infinies. Ça veut dire que finalement, les sens ne sont pas là simplement pour décoder les vibrations les plus denses, les plus habituelles, celles que nous connaissons, celles qui sont exotériques. Mais un sens va pouvoir nous ouvrir à des vibrations inconnues, subtiles, voire même peut-être des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et d'un seul coup, les sens ont une vocation à devenir des informateurs à tous les niveaux, à quelque niveau de conscience que ce soit. Finalement, ce n'est pas quelque chose qui sert simplement à informer l'être que nous sommes du monde extérieur, mais c'est quelque chose qui sert à nous informer de l'univers tout entier, au fur et à mesure que nous allons progresser en conscience, parce que bien évidemment, si toutes ces informations existent, ce n'est qu'en montant en conscience que nous allons pouvoir y accéder progressivement. Alors, on pourrait dire que ces sens, ils ont plusieurs avantages, ils ont plusieurs fonctions, au fur et à mesure qu'on évolue dans l'humanité. Par exemple, ne serait-ce qu'au tout début, dans l'enfance, la tendre enfance, on peut dire tout simplement que les sens, c'est vraiment quelque chose qui permet à l'enfant de se distinguer du reste de l'extérieur. C'est ce qui lui permet simplement de réaliser qu'il est une conscience séparée. C'est déjà un mini-moi. Si on n'avait pas les sens, on serait complètement fondu dans ce monde extérieur, on ne pourrait rien distinguer de notre appartenance à nous-mêmes. Et puis on va grandir, et progressivement les sens vont assurer une deuxième fonction importante, celle de nous individualiser. Plus on grandit, plus on s'aperçoit qu'on a nos propres goûts, qu'on a notre capacité d'entendre ce que les autres n'entendent pas, qu'on voit ce que les autres ne voient pas, qu'on touche certaines choses et que les autres ne touchent pas, ou qu'on aime ceci ou qu'on n'aime pas cela. Bref, par les sens, on va progressivement prendre et se rendre compte de notre différence, de notre individualité. À condition que l'éducation aille bien dans ce sens, j'y reviendrai tout à l'heure justement, parce que quelquefois l'éducation au sens ne va pas forcément dans le sens de l'individualité et du développement de ce que nous sommes chacun profondément. Enfin, on pourrait dire que les sens sont un apport absolument fantastique de connaissances. Sans les sens, on n'aurait pas du tout toutes ces connaissances. Est-ce qu'on réalise, par exemple, que tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons sur nos écrans, sur nos ordinateurs, à la télévision, à la radio, bref, tout ça, ça passe par les sens. Il n'y a aucune information, finalement, qui ne passe par les sens. Donc tout notre savoir immense passe entièrement par les sens. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de fantastique, même si nous ignorons encore tout ce que nous pouvons apprendre par eux. Pour l'instant, nous connaissons le b.a.-ba, on lit des bouquins, on voit des choses, on entend, mais c'est vrai que c'est encore dans le monde subtil et dans le monde intérieur qu'on va apprendre des choses, pas simplement de l'extérieur. Et puis, on pourrait dire qu'enfin, et c'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, les sens sont un processus d'éducation à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Si à un moment donné, on va réussir à faire la différence entre moi et le soi,
entre la personnalité et le monde de l'âme, c'est grâce au sens, tourné cette fois-ci vers l'intérieur, et non plus seulement vers l'extérieur. Et donc toute cette différenciation, et bien d'autres qui s'offriront à nous au fur et à mesure qu'on avance, eh bien ce sera aussi ça. Si on a réussi à reconnaître plus tard la vibration de l'âme de quelqu'un, ou la vibration de l'âme de quelqu'un qui est encore beaucoup plus avancé que nous, ou si on reconnaît certaines choses comme ça dans le monde subtil, ce sera encore par le biais des sens. C'est vous dire à quel point on pourrait raconter toute l'histoire de l'évolution humaine uniquement par les sens. C'est vraiment comme ça que nous allons évoluer, et vous allez voir un petit peu l'immensité de ce sujet, c'est tout à fait passionnant. Alors, commençons tout de suite avec le goût et l'odorat, puisque nous avons appelé ce soir la conférence le goût de vivre et d'unir. Pourquoi le goût et l'odorat? Je vous dirai pas tout ce soir, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les sens en général, sur la fonction des sens en général, donc on ne verra pas tout, mais simplement le fait que le goût et l'odorat, même si ce ne sont pas forcément des sens qui apparaissent fondamentaux, vous allez voir combien ils sont une base très importante, une base psychologique, une base sociale pour nous. En effet, si on interroge les personnes comme ça, ou même si vous vous interrogez vous-même, en vous demandant quels sont les sens que j'utilise le plus ou qui me semblent le plus indispensables. La plupart du temps, quand on interroge comme ça, ce qui revient souvent, c'est l'ouïe, la vue, le toucher. Et puis le goût et l'odorat sont souvent en queue de peloton. Ça paraît tout à fait secondaire. Après tout, si je perds le goût, bon, c'est pas très grave. Ou si je perds l'odorat, c'est pas très grave. Ça, c'est parce qu'uniquement, on ne voit que ces deux sens que du point de vue physique. Vous allez voir que quand on va les travailler, on va s'apercevoir qu'on peut même pas répondre à cette question, parce que chaque sens est tellement important, chaque sens est tellement porteur de choses fondamentales, que finalement on ne peut plus du tout choisir ce qui nous paraît important ou ce qui ne l'est pas. Pourquoi le goût et l'odorat en même temps, alors que les autres sens, on va les traiter un par un? Parce qu'ils sont très reliés. Il est très difficile de séparer, si on ne le travaille pas, le goût et l'odorat. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsque quelqu'un qui est complètement enrhumé vous dit en mangeant quelque chose, excuse-moi, je sens rien, je ne peux pas te dire le goût de cet aliment parce que j'ai le rhume. Or, le rhume, le plus grand soit-il, n'a absolument jamais empêché le goût de fonctionner. Par contre, ça agit sur l'odorat. Et c'est là qu'on se rend compte que la plupart du temps, quand nous mangeons et que l'on déguste les aliments, on confond allègrement le goût et l'odorat. Le goût, il est réduit finalement à quelque chose de très simple, à quelques saveurs, et qu'on connaît bien, hein, le sucré, le salé, le piquant, l'acide, l'amer, etc. Mais c'est tout. C'est donc pas du tout ça qui fait qu'on nous empêche. Vous pouvez avoir le rhume, vous saurez toujours si c'est sucré ou si c'est salé. Ça n'empêche pas du tout. Par contre, effectivement, les odeurs viennent en complément de la dégustation et c'est fondamental, hein, même pour un vin ou pour un certain nombre de mets, etc. C'est toujours très important de sentir. Et il y a un conduit direct quand on mange par l'arrière-gorge, ça remonte directement dans le nez. Et c'est vrai que pour nous, ces deux sens sont ensemble. Ça, c'est au point de vue physique. Mais vous allez voir que c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui existe sur le plan physique n'est que la partie visible, la partie émergée d'un iceberg extrêmement important. Ça veut dire que si on les confond, ou s'ils sont mélangés ou indissociables sur le plan physique, ça veut dire que bien évidemment, ils le sont tout à fait en haut. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que tous les sens comme ça sont finalement chacun, est-ce que tous les autres sont parfaitement dissociables? Sur le plan physique, oui. Ou sur les plans, même sur le plan émotionnel, comme on va le voir, oui, on pourrait dire que tous les sens sont relativement bien, chacun leur spécialité. Chacun va amener un lot d'informations bien particulier. Mais ça, c'est vraiment sur les plans les plus denses. Plus on va remonter dans les plans de conscience, plus on remonte dans les subtilités, on pourrait faire une espèce de triangle comme ça, et plus il va y avoir fusion des sens. À un moment donné, quand on remonte sur des plans subtils qui pour l'instant nous échappent un peu, à savoir si c'est en même temps, si c'est du goût, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, etc., tout ceci fusionne et finit par devenir un seul sens unitaire. Mais pour nous, dans ce qui nous intéresse, c'est vrai que ces sens sont tout à fait bien marqués et qu'on ne va pas se mettre à confondre une couleur, un son, un toucher ou un goût. Pour nous, ce sont des choses extrêmement différentes. Mais il faut bien se dire que ça tend vers une unification au fur et à mesure que ces sens nous emmènent progressivement vers le haut. En effet, ces sens, ils ont une progression psychologique très importante.
On ne va pas tout voir parce que ça nous emmènerait sur des plans de conscience qu'il faudrait d'abord vraiment complètement expliquer. Et puis, comme on n'en a pas forcément l'expérience, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pratique. Mais on va dire que ces sens, on va les étudier sur 3 plans fondamentaux. Naturellement, sur le plan physique, tout le monde les connaît, on passera très très vite. Par contre, on verra qu'on possède déjà une expérience de ces sens sur le plan émotionnel. Et là, ils jouent un rôle très important dans notre société. Et puis on verra que ce que nous avons à travailler, et c'est là qu'on mettra un petit peu l'accent, surtout par rapport justement à cette capacité à remonter dans un goût de vivre et d'unir plus fondamental, eh bien on remontera donc sur l'aspect mental des sens. Quand je dis mental, ce n'est pas uniquement le mental concret. C'est en rapport avec le monde de l'âme et en rapport avec le mental abstrait. On est vraiment donc là dans des sphères supérieures et il n'est pas question surtout de rester au niveau du petit mental concret qui lui la plupart du temps est beaucoup plus en rapport avec le port émotionnel. Donc on remontera donc jusque sur le plan de l'âme qu'on va appeler donc le plan mental et puis je vous signalerai quand même donc des plans qui sont encore au-dessus, des plans supérieurs de conscience qui sont même au-dessus de l'âme, qui sont dans l'approche de l'esprit et qui pour nous sont pour l'instant une joyeuse espérance mais c'est intéressant quand même, je vous signalerai comment ces sens peuvent nous mener là, parce que ça nous donne une perspective, ça nous donne une petite idée de jusqu'où ils peuvent aller, même si pour nous, pour l'instant, ça n'est pas vraiment l'objectif. Donc, ces 2 sens, le goût et l'odorat, c'est vraiment ce que nous allons commencer donc à voir, parce que vous allez voir, ils ont une grande importance par rapport à notre capacité de vivre tout ce que nous vivons au quotidien. Je vous disais donc le goût, pour commencer. Il est dit généralement dans tous les manuels qu'il y a 4 saveurs pour le goût. Celle que je vous disais, donc on a des papilles spécialisées avec les 4 saveurs, donc le sucré, le salé, l'amer et le piquant, acide, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on s'est aperçu depuis peu, les Occidentaux ont un peu boudé cette information pendant un bon bout de temps, parce que ça venait d'un japonais, et c'était une 5e saveur, que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'umami. Cette saveur, elle correspondait à un produit qui est très courant dans la cuisine japonaise, mais pas chez nous, qui est le glutamate. Et donc le glutamate est quelque chose qui a un goût spécial, qui ne doit rien d'autre aux 4 saveurs. Et finalement, après des recherches, eh bien, tout le monde a adopté maintenant le fait qu'il y ait donc 5 saveurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des recherches maintenant qui vont encore un petit peu plus loin. Et il y a des chercheurs, donc spécialistes du goût, qui ont découvert que maintenant il y a ce qu'on appelle des saveurs thermiques. C'est-à-dire qu'en appliquant quelque chose de froid, une température basse sur le bout de la langue, on obtient une certaine saveur. Et sur d'autres endroits de la langue, si on applique quelque chose de chaud, on a encore une saveur de chaud. Donc c'est assez étrange, parce que si on ajoute finalement ces 2 saveurs thermiques aux 5 saveurs donc, que nous connaissons, nous nous retrouvons comme par hasard avec 7 saveurs. Tiens, pourquoi pas ? On va voir tout à l'heure sur quoi ça peut déboucher. Donc cette saveur de base. Ce qui finalement, de toute façon, ne nous emmène pas très très loin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour déguster quoi que ce soit, c'est vrai que finalement, le goût est une base qui nous indique si on est plutôt dans du sucré ou du salé, etc. Mais c'est à partir de l'odorat que tout va pouvoir se développer véritablement. Et on va voir que c'est exactement la même chose sur les plans psychologiques, sur les plans intérieurs. Le goût va répondre à une question bien particulière. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vous dis ça parce que c'est aussi valable pour les animaux. Les animaux qui ont le sens du goût vont répondre à cette question, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Et pour les animaux, souvent, il y a une question de survie, de ne pas manger la mauvaise plante ou le mauvais champignon, de ne pas se tromper. Donc, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et dès que quelque chose, ils sentent que c'est pas bon, ils recrachent. Donc, c'est vraiment ça qui a mené dans l'humanité le goût pendant un bon bout de temps. Naturellement, extrêmement rapidement, on est sorti des 5 saveurs. Très rapidement, l'humanité a traité le mot goût pour finalement parler d'une infinité de choses. Et actuellement, c'est certainement le sens qui est le plus utilisé donc, dans notre vocabulaire, justement en dehors de sa spécialité. La plupart du temps, au quotidien, quand on dit qu'on a le goût pour telle chose ou pour telle chose, qu'on a le goût pour tel film, ou qu'on a beaucoup aimé ceci ou cela, ou qu'on a beaucoup apprécié ça, ou qu'on apprécie moins ceci, est-ce que tu as le goût? Est-ce qu'on dit, oui, mais on n'a pas les mêmes goûts. Par contre, on a des goûts très très différents. Moi, j'ai des goûts un peu spéciaux. Oh, vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Oh, mais les goûts, ça se discute pas. Oui, on a un vocabulaire et des expressions très très riches par rapport au sens du goût, et qui ne s'expliquent pas du tout, simplement, à ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, c'est simplement une toute infime partie de cette histoire du goût. Le goût nous emmène tout de suite sur quelque chose d'autre. Et la réponse à la question « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Ouh là là,
Ben, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour moi, en dehors simplement de manger. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie, qui sont très intéressantes et qui sont vraiment intéressantes pour ma vie et mon bonheur. Et très vite, en remontant du goût, eh bien, voilà, je vous le mets ici. En partant du goût physique, on va remonter progressivement sur les différents niveaux dans lesquels ça existe, et on va remonter sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que le goût sur le plan émotionnel? C'est tout simplement l'imagination. L'imagination, c'est le goût sur le plan physique, émotionnel. Et là, la question va quelque peu changer. En effet, au bout d'un certain temps, on ne se pose plus la question simplement qu'est-ce qui est bon pour moi, là au présent, mais qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui serait bon pour mon bonheur? Qu'est-ce qui serait l'idéal? Je ne peux pas tout imaginer, hein, mais oui, moi j'imagine facilement. Il y aurait ça, puis si j'ai tout, je peux tout dire, tout ce que tu veux. Vas-y, dis carrément tout ce qui serait bon pour toi, à ton avis. Bon, il y a des moments où on pourrait être raisonnable, puis il y a d'autres moments, vraiment quelque chose, c'est fantastique, tout ce qui pourrait être bon pour moi. J'arriverai pas en si peu de temps à te faire une liste, parce que si on prend tout ce qui existe sur Terre en même temps, je pourrais te dire à chaque fois si ce serait bon pour moi ou pas. Et finalement, on va arriver à quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est une forme d'arborescence, qu'on pourrait dessiner de cette manière-là. On est parti, et souvent, les peuplades qui vivent encore d'une manière relativement simple, primitive, ont peu de goût. Ils ont simplement le goût de vivre, ils ont simplement le goût d'avoir ce qui est nécessaire pour être en bonne santé, pour fonctionner comme ils fonctionnent, mais ils n'ont pas une infinité de goût. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas l'imaginer, puisque souvent, quand ils vivent dans des sociétés qui n'est pas au contact de la société moderne, ils n'imaginent pas tout ce qu'on pourrait avoir envie. Et donc, il y a quelque chose qui fait que nous aussi, dans notre civilisation, il y a encore quelques siècles, on avait des goûts très très simples. Oui, je pars ici. Là, je mets par exemple nos 5 goûts de base. Il y en a peut-être 7, mais pour l'instant, j'en mets que 5. Et à partir de ces goûts de base qui se combinent naturellement, eh bien, on peut arriver à imaginer quelque chose qui devient progressivement de plus en plus important, qui se multiplie. C'est comme si finalement, je ne pourrais pas trop les dessiner, mais vous voyez, c'est finalement une espèce d'arborescence absolument immense. Quelque chose qui va faire qu'on a maintenant des milliers de goûts. Et des milliers de goûts multipliés par 7 milliards d'individus. Et chacun dit, voilà, moi, ce qui serait bon pour moi, l'idéal, ce que j'aimerais, c'est absolument, c'est tout ça. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est une difficulté, parce que dans notre société, comment faire pour arriver à construire quelque chose de global et qui satisfasse tout le monde, quand chacun a autant de goûts différents, et quand chacun met autant d'importance à vouloir satisfaire ses propres goûts. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Donc on s'aperçoit que, arrivé à ce processus, à cette arborescence, c'est quelque chose qui est le reflet de notre société. Mais à tel point que c'est vraiment la qualité fondamentale de notre société économique. On en est là. Finalement, sur quoi est basée notre économie? C'est basé sur le fait qu'il faut toujours de la croissance, parce que c'est une hypothèse fausse, mais on serait toujours en croissance démographique. Et par conséquent, il faudrait toujours avoir plus, produire plus, de manière à ce que les gens consomment plus et produisent justement des bénéfices qui retomberaient sur tous. C'est la théorie. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais voilà, ça veut dire qu'on est obligé toujours d'inventer des choses. Et voilà comment finalement, notre société économique actuelle, elle fonctionne de cette manière-là. Des gens, dans tous les domaines économiques, dans tous les secteurs de l'économie, ne cessent d'inventer des choses nouvelles pour pouvoir les vendre, pour pouvoir faire des choses. Parce que souvent, quand on a le goût pour telle ou telle chose, on finit par se lasser, nous humains. Ouais. Avant, j'aimais bien. Maintenant, un petit peu moins. Maintenant, ça m'en peut lasser. Mais alors, donc, ils sont là pour nous procurer sans arrêt des goûts nouveaux. Et comment est-ce qu'ils nous font connaître ces goûts nouveaux? Par la publicité. La publicité est le système absolument génial qui va nous donner progressivement le goût. Vous savez, quelquefois, on dit dans les écoles, il faudrait pouvoir éduquer le goût des enfants. Et donc, quelquefois, on leur fait des séances pour leur faire goûter des plats nouveaux. Mais il faudrait se rendre compte combien ce côté goût des plats, c'est vraiment tellement infime par rapport à l'immensité du goût. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point actuellement
Notre monde économique et la publicité sont les plus grands éducateurs du goût humain. C'est eux qui cherchent à éduquer constamment le goût des enfants, le goût des adolescents, et même celui des adultes. Ils cherchent justement à essayer d'éduquer le goût d'une manière uniforme, parce que c'est beaucoup plus rentable. Si vous voulez, si chacun avait l'intelligence de dire, écoutez, 3 sortes de pommes, ça nous suffit, et puis ça suffit, voilà comme ça, eh bien, on achèterait toutes les mêmes pommes, ce serait bien. Regardez la Golden, elle est toute jaune, elle est toute bien, elle est sympa, etc. Et bien si on décidait tous de manger uniquement ça, et ben on ferait des économies extraordinaires sur une grande échelle. Parce que si on se diversifie, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on mangerait de la Golden et puis c'est tout. Et, vous voyez, et ça, c'est une tendance d'essayer de faire ça. Ça, je vous parle simplement sur un plan nourriture. Mais regardez comment l'industrie agroalimentaire essaye également de nous amener à un goût universel, le goût industriel, dont tout le monde de la malbouffe dit que ça ne va pas du tout. C'est bourré de sucre, c'est bourré de graisse, etc. Et qu'on essaie d'uniformiser progressivement le goût des enfants et des adolescents. Ben oui, mais c'est rentable à vendre. Et on s'aperçoit que finalement, on est dans une société dans laquelle, eh bien, il y a tout un processus socio-économique qui cherche à nous former le goût à ce qu'il y est rentable de produire. Pas à ce qu'on pourrait aimer nous. Ah non, non, non. À ce que eux, il est rentable qu'ils produisent. Et donc il faut absolument qu'ils nous forment le goût à cela. C'est à nous progressivement de changer notre goût et de nous adapter à cela. Heureusement, la résistance s'organise. Mais voyez un petit peu le processus. On réalise peu à quel point actuellement notre monde industriel cherche à éduquer les enfants et les adolescents dans un seul sens. Et pas uniquement de la nourriture, au niveau culturel, au niveau de la musique, à tous les niveaux. Regardez comment finalement les grands éducateurs que sont eh bien, les faiseurs de mode, qui disent qu'à un moment donné, ça c'est la mode. Juste pour cette année, l'année prochaine ce sera un autre truc. Les grands faiseurs de tendance. Ah ça c'est tendance, ça c'est plus tendance. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ce sont des gens qui vous disent, ça en ce moment il faut avoir le goût de ça. Puis l'année prochaine vous aurez le goût pour autre chose. Mais c'est nous qui vous disons pourquoi il faut avoir le goût. Et le pire, c'est qu'effectivement, ceux qui n'ont pas encore été suffisamment individualisés vont suivre complètement ce processus. Tout à l'heure, je vous disais en commençant, un des grands avantages des sens, c'est d'arriver justement à nous individualiser, à se rendre compte de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Tous ceux qui n'ont pas encore suffisamment travaillé à cela, tous ceux pour qui le sens du goût n'a pas encore été suffisamment évoqué, ils n'ont pas ça. Donc forcément, ok. Tout le monde a les mêmes goûts, tout le monde a les mêmes principes. Et c'est très très pratique parce que comme ça on peut produire en grande quantité. Et on ne se rend pas compte, vous voyez à quel point on est dans un processus comme ça. On nous dit quelquefois qu'on est dans une société audiovisuelle. Oui, d'une certaine manière, on est surtout dans une société du goût. Et tous les processus économiques, tous les processus sociaux, tous les processus publicitaires sont en train d'essayer de nous éduquer, j'ose pas utiliser ce mot, de nous élever dans le sens qu'on a utilisé la fois dernière, c'est-à-dire dans le sens de l'élevage. On est tous dans l'élevage d'un certain goût uniforme qui vraiment va très bien avec ce qu'on cherche à produire. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte parce que c'est vraiment un contre-pied qu'il faut prendre pour les enfants. Oui, c'est vrai que les enfants, il faut effectivement les éduquer à cela. C'est vrai qu'ils ne s'en sont pas encore à un moment donné à avoir d'autres valeurs. Il faut vraiment les éduquer à l'imaginaire. Mais il faut vraiment les éduquer à comment on peut imaginer autre chose, comment un autre monde est possible, et pas simplement ce que le système comme ça voudrait, ce à quoi on éduque tout le monde. Il est donc très important d'éduquer les enfants au goût, de les éduquer en les ouvrant à tous les possibles, en développant en eux la curiosité, qui contrairement à ce qu'on dit n'est pas un vilain défaut, mais une qualité remarquable. La curiosité, l'envie de la découverte, l'ouverture à tous les possibles. Tout ça, ce sont vraiment des qualités fondamentales à développer. Et donc, développer chez les enfants, justement, le goût à tellement d'autres choses. Le goût peut-être à des saveurs qu'on peut leur donner, mais surtout le goût au niveau donc de la relation à l'autre, le goût de la nature, le goût des arts, les pratiques artistiques, le goût vraiment développer tout ce qui est possible de développer dans cette société. Nous avons vraiment le devoir, comme nous l'avons vu il y a 2 mois, de développer, vraiment d'éduquer les enfants au goût de ce qui aura lieu demain. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, on disait qu'il faut éduquer au futur. Et non pas au passé. On a toujours cette sale manie d'éduquer par rapport au passé. Non, il faut éduquer vers le futur. Et non pas qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a été important, on s'en fiche, mais qu'est-ce qui sera important demain quand vous serez adulte. Et c'est ça qui est important. Voilà, par exemple, il est tellement important d'éduquer les enfants beaucoup plus au sens de la coopération.
qu'au sens de la compétition. Ça aussi, c'est le futur. La compétition, c'est has-been. Et c'est là, oui, c'est toutes ces valeurs-là, c'est là où on se rend compte, je ne peux pas vous les détailler tellement il y en a, mais comment finalement dans l'éducation, il faut se rendre compte que nous avons une contre-éducation du goût à faire par rapport aux enfants et aux adolescents. Oui, la société dans son ensemble essaye de les laminer dans un certain type donc, de goût, et c'est aux parents et à tous ceux qui sont les éducateurs et à tous les autres, même si ce n'est pas nos enfants, de chercher à faire ressortir une éducation à d'autres valeurs qui sont tout à fait fondamentales. Ça, c'est vraiment donc extrêmement important. Et puis bien sûr, nous aussi, nous, en tant qu'adultes, nous aussi, finalement, on est souvent victimes de cela. Et au niveau des modes, au niveau des tendances, comme je vous disais tout à l'heure, ou par rapport à des pensées, on a aussi certaines tendances à se faire complètement avoir. Et donc, il faut sentir qu'on a d'autres goûts à faire, à affirmer. Naturellement, le sens du goût, comme je viens de vous le dire, c'est pas simplement les goûts matériels, c'est pas simplement les goûts purement de ce qu'on pourrait acheter, de ce qu'on pourrait avoir. Le sens du goût, c'est aussi ce qui nous donne le sens de l'idéal. En effet, le goût est relié au rayon 6. Je m'excuse peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout les rayons, mais là, dans ce cadre-là, je n'ai pas le temps de les développer. Les rayons, ce sont des énergies fondamentales et qui qualifient absolument tout ce qui existe. Et donc chaque sens, il y a 7 sens, et donc forcément, il y a 7 rayons, et donc chaque rayon est en rapport avec un sens. Le rayon 6, très simplement, c'est le rayon de l'idéalisme. Et donc on peut dire que le goût, c'est le goût qui va nous donner des idéaux. Toute la notion qui consiste à idéaliser pour un être humain, ça vient du sens du goût. C'est pour ça qu'on a vraiment deux choses différentes. On a, vous voyez d'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'appétit. L'appétit, c'est une racine latine qui veut dire désir. Donc quand vous souhaitez à quelqu'un bon appétit, c'est bon désir. C'est intéressant ça aussi, oui, par rapport à une certaine culture. Et donc l'appétit, c'est le désir. Et c'est vrai que quand on a donc ce sens-là, on a ce processus, mais on a en même temps le processus donc de l'idéal. Qu'est-ce qui est idéal pour nous? Où est-ce qu'on peut aller au-delà justement de l'appétit? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme idéal de société? Et donc tout ce qui en nous développe des idéaux de fraternité, des idéaux sociaux, des idéaux politiques, des idéaux religieux. Bref, tout notre fonctionnement d'idéalisation, ça vient du sens du goût. D'une certaine manière, c'est la transmutation du désir. D'une certaine manière, c'est notre capacité à aller au-delà des désirs matériels pour arriver à désirer des choses qui peut-être justement nous dépassent un peu. Quand on commence tous à vouloir aller vers une société plus juste ou justement d'autres goûts plus fondamentaux, eh bien on rentre justement dans ce processus d'idéalisation du goût. Et ce processus, il va nous amener progressivement à travailler le goût sur le plan mental, c'est-à-dire sur le plan de mental-âme, le plan supérieur, le plan de conscience où en tant qu'âme, on commence à réfléchir supérieurement, plus abstraitement. Et donc à ce niveau-là, eh bien, le sens du goût sur le plan mental, ça s'appelle le discernement. C'est surprenant, hein? Apprendre à discerner, c'est vraiment donc le sens supérieur du goût. Oh, il y a plusieurs sortes de discernement. Hein. Si on voulait vraiment détailler tout ça, on pourrait y passer une ou deux conférences. Le discernement, on peut commencer déjà à l'avoir au niveau très concret, en disant c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'on ne peut pas non plus éduquer les enfants de cette manière-là, ou qu'on ne peut pas non plus continuellement imaginer une société où il y a autant d'arborescences, de goûts différents. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien. Peut-être que justement on commence à le reconnaître par rapport à la pollution, par rapport au réchauffement climatique. Il y a peut-être des goûts pour certaines choses qui sont raisonnablement, c'est pas franchement terrible. Il faudrait pouvoir les éliminer. Ça, c'est un premier discernement. Et puis on verra qu'il va y avoir un discernement beaucoup plus subtil, où on va discerner de plus en plus des valeurs intérieures, des valeurs qui vont nous emmener encore beaucoup plus loin, en nous demandant mais qu'est-ce qui est vraiment fondamental. Et donc, ce qui va nous amener à ce discernement, c'est qu'après être passé par la première question, qu'est-ce qui est bon pour moi, le goût? Qu'est-ce qui serait bon pour moi, l'imagination? Là, la question se transforme et devient, et qu'est-ce qui serait bon pour nous? Pas pour moi, pour nous. Qu'est-ce qui serait bon pour l'ensemble? Qu'est-ce qui serait bon pour nous tous? Finalement, c'est cette question qu'il faut se poser. Plus j'arrête d'être égoïste, plus j'arrête d'être centré sur moi, plus je commence à me poser sérieusement la question, mais qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble que nous sommes? Qu'est-ce qui est bon pour l'humanité? Qu'est-ce qui est bon pour la Terre? C'est ça, finalement, qu'on doit arriver à développer comme idéal. Et là,
on va toucher effectivement progressivement ce discernement que j'étais en train de vous distinguer. On va commencer par un discernement un peu basique, de dire, bah non, telle chose, ça ne va pas. Et puis un commencement, on va aller dans des choses beaucoup plus subtiles, pour s'apercevoir que peut-être les valeurs fondamentales, bah, c'est les valeurs du groupe, c'est la valeur de la conscience d'ensemble, c'est les valeurs de l'amour, c'est les valeurs de la lumière, c'est les valeurs de l'âme. C'est ça finalement qui serait bon pour nous tous. Ce qui va nous amener progressivement à poser la question, mais qu'est-ce qui est bon pour l'âme ? Si c'est moi, je suis âme. Et qu'en tant qu'âme, je me pose la question, qu'est-ce qui est bon pour nous tous en tant qu'âme planétairement ? Ah bah ça ne va pas du tout donner la même chose. Et là, j'ai un grand processus qui va se mettre en place. Je reprends mon schéma de l'arborescence. Quand ce discernement subtil va se mettre en place, on va avoir l'inverse. Ça veut dire que progressivement, on va en revenir à des choses beaucoup plus simples. On va s'apercevoir qu'il y a plein de choses à éliminer, qu'on ne peut pas du tout fonctionner comme ça, et que peut-être on en revient à cette valeur fondamentale, les 7 rayons, par exemple. Et donc vous voyez comment on est parti pendant très très longtemps dans l'humanité, peut-être de 5, 7 goûts, des choses très très simples, et que finalement dans notre société de conscience individuelle, on a donné une inflation de l'imaginaire, on a complètement fait ça, on en a même fait un système économique, tellement le goût s'est hyper développé, et qu'on s'aperçoit maintenant que ça suffit. On parle de décroissance. Donc il faut avoir un goût raisonnable. Il faut maintenant arriver à cesser de fonctionner de cette manière-là. Et donc forcément, on va en arriver progressivement à revenir à des goûts beaucoup plus simples, beaucoup plus essentiels, les goûts qu'on peut avoir véritablement en tant qu'âme. Et c'est là qu'il y a un grand changement qui s'opère. Ce qui est intéressant, que je ne vous ai pas encore dit, c'est que pour chaque sens, on peut distinguer 2 fonctions. Une fonction réceptive et une fonction d'action. Ce qui est intéressant, c'est que la fonction d'action marche bien tant que la fonction réceptive est OK. Mais si vous avez un problème dans la fonction réceptive, la fonction d'action a aussi un problème parce que c'est relié. L'exemple le plus connu, le plus courant, c'est par exemple de savoir que lorsque l'ouïe cesse de fonctionner, quand on devient sourd, eh bien c'est là qu'on découvre quelle est la fonction d'action de l'ouïe, qui est la parole. Donc on devient sourd, muet. À partir du moment où justement l'ouïe cesse, on ne peut plus parler. Et pour chaque sens, il y a cette bascule. Pour le sens du goût, ça peut surprendre au premier abord. Parce que la fonction d'action du sens du goût, c'est l'anus. La fonction sensible étant la langue. Vous allez me dire, il y a une logique quand même, il y a bien 2 extrémités, ce qui rentre d'un côté, il faut bien que ça sorte de l'autre. Oui, ça c'est tout à fait physique, mais c'est beaucoup plus subtil que ça en réalité. Pourquoi l'anus ? Tout simplement parce que c'est une fonction d'élimination. Parce que c'est une fonction qui à un moment donné fait que tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui ne sert pas à l'évolution, tout ce qui n'a pas d'utilité, eh bien, est complètement rejeté. Voilà pourquoi, pour nous, psychologiquement, là aussi, c'est ce qui se passe. Au fur et à mesure que nous discernons, au fur et à mesure que nous éliminons, au fur et à mesure que nous passons à autre chose, eh bien là, nous avons véritablement un processus qui fait que, tout ça est éliminé. L'anus psychologique, pour nous, c'est la grande capacité d'éliminer, la grande capacité d'affirmer ce qui est essentiel et du coup, d'éliminer ce qui ne l'est pas. C'est intéressant de vous dire ça, j'insiste un peu là-dessus, parce que nous entrons dans l'énergie des poissons. Et pendant 1 mois, nous allons vivre l'énergie des poissons, qui, comme vous le savez, tous les ans, est en rapport avec ce qu'on appelle le carême, qui prépare justement la grande fête de Pâques. Eh bien, cette énergie poisson, c'est une énergie au cours de laquelle, justement, nous avons à travailler l'affirmation de ce qui nous paraît essentiel. Nous avons à choisir, à dire vraiment qu'est-ce qui nous paraît fondamental dans ces valeurs, à ne pas garder les autres valeurs et à les éliminer. Donc nous avons vraiment ici un gros travail du goût pendant cette énergie poisson, en affirmant ce qui nous paraît essentiel à garder, à privilégier même, à affirmer, et finalement à pouvoir éliminer tout le reste et tous les autres aspects. C'est donc ce grand travail de discernement que nous avons à réaliser. Naturellement, ce sens du goût, il nous amène beaucoup plus loin, puisqu'il nous amène, comme je vous l'ai dit, au monde de l'âme, à avoir les goûts essentiels pour les qualités fondamentales
que sont l'amour, que sont la lumière. C'est le moment où on peut devenir à un moment donné véritablement quelqu'un qui est engagé dans toute cette démarche, parce que véritablement on en a le goût, hein, ce qui n'est pas toujours facile. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis, simplement pour vous donner comme ça une idée de où ça va, on a encore plus loin, ça nous amène sur des plans supérieurs, sur les plans supérieurs de l'âme et même au-dessus. Ça va nous amener à ce qu'on appelle l'intuition, qui est la connaissance directe par identification, et puis ça amène à la perfection. Ainsi, la perfection, c'est la qualité fondamentale qui s'exprime en redescendant tout à fait humblement par le sens du goût. Je vous donne simplement ça comme renseignement parce que ça vous dit une petite idée à quel point on n'en a pas fini avec ce sens du goût. Combien il nous permet de remonter vraiment, de faire des progrès et d'aller toujours plus loin justement dans tout ce processus. Voilà donc le travail du goût. Alors, en rapport avec ce sens, nous avons un autre sens, l'odorat. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ils sont tout à fait connectés l'un à l'autre. Ils sont complètement reliés l'un à l'autre. Et il est difficile, c'est vrai, de les séparer. En fait, tout ce que va nous proposer le goût, toute la fonction d'idéal du goût, va être transformé en quelque chose de beaucoup plus vécu, de beaucoup plus intégré par le sens de l'odorat. Donc on va avoir vraiment quelque chose qui fait que ça va se continuer. Autant le monde du goût va nous proposer des idéaux, va nous proposer de découvrir des nouvelles choses, autant le sens de l'odorat va amener à ce que nous vivions ça d'une manière beaucoup plus profonde. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire par comparaison donc de l'odorat ? L'odorat est un sens qui est beaucoup plus binaire que les autres sens. Autant on peut faire une échelle de valeur très 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 grande en ce qui concerne donc le goût, parce que si on peut dire que le goût c'est vraiment le sens des valeurs, il est véritablement cela. Et donc c'est vrai qu'avec le goût on peut faire toute une échelle de valeurs depuis les valeurs quelconques, quand on dirait bon ça vaut pas grand chose, ou est-ce que ça vaut le coup, ça vaut combien, ou des valeurs qui valent vraiment le coup, ou des valeurs fondamentales. Donc on peut vraiment faire toute une échelle importante avec le goût, comme on peut le faire avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, on aime plus ou moins, etc. Avec l'odorat c'est beaucoup plus délicat. En effet avec l'odorat ça va être beaucoup plus j'aime pas. Pourquoi ? Parce que, à la suite justement de cette appréciation, de cette dépréciation, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la fusion. Ça veut dire que si j'aime, je vais aller jusqu'au bout. Et donc je ne peux pas le faire avec ce que j'aime pas, que je vais rejeter. C'est pour ça que vous avez qu'à voir ce qui se passe quand nous-mêmes, on nous présente quelque chose sans nous dire ce que c'est, on nous dit, tiens, sans ça. Comme on est méfiant, on n'y va pas, on y va. Ouais. Oui, on jette un nez discret. Puis dès qu'on... Ah, on repousse. Au contraire, ah ouais, ah oui, on rentre dedans. Voilà. Et c'est ça qui est la clé de l'odorat. L'odorat, c'est quelque chose, si on n'est pas en harmonie avec cette odeur, ah, j'aime pas. Au contraire, si c'est quelque chose qui nous plaît, on va rentrer dedans. Il y a un côté fusionnel. Et voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose qui est très binaire. On peut toujours s'arranger, dire j'aime plus ou moins cette odeur, mais fondamentalement non, parce que l'odorat nous amène à dire si tu l'aimes, tu le deviens. Ah non, alors même si c'est quelconque, je ne veux pas devenir ça, donc je repousse. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'odorat, dans la nature, a une fonction unique. Chez les animaux, ou bien dans la reproduction des fleurs, ou bien tout simplement en rapport avec l'humain des débuts, la seule fonction de l'odorat, c'est la sexualité, c'est la reproduction. Ça ne sert qu'à ça. Toute l'histoire des phéromones, toute l'histoire des odeurs, toute l'histoire des parfums pour l'humanité n'est qu'une histoire sexuelle à la base. Mais naturellement, quand je dis ça, il faut bien que vous élargissiez, là encore, et ne pas réduire l'odorat simplement à la sexualité, même si c'est évidemment quelque chose de fondamental. La valeur première pour former un couple, c'est d'aimer l'odeur de l'autre. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'autre, c'est même pas la peine d'insister, ça ne va pas du tout. Donc c'est vraiment cette valeur première. Mais il va falloir élargir de beaucoup et prendre sa fameuse loi de la sexualité qu'on appelle la loi des polarités, et qui fait que tout dans l'univers, à quelque échelle que ce soit, se trouve en système binaire. On est tous dans les polarités plus ou moins, et la grande loi de la sexualité avec un S majuscule, c'est que toutes ces polarités cherchent à s'unir.
Et c'est là qu'on retrouve le rayon fondamental donc, de l'odorat, qui est le rayon 4, le rayon de l'harmonie par le conflit. Le goût étant celui du rayon 6, comme je vous le disais. Donc rien d'étonnant à ce que si effectivement l'organe ou la fonction de sensibilité de l'odorat, évidemment, c'est le nez, la fonction créatrice, la fonction d'action, c'est la sexualité. Ce sont les organes sexuels. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est très important, donc qui fait qu'au départ, ça fonctionne comme ça. Mais là encore, c'est comme pour le goût avec les papilles gustatives, on est simplement sur la base. Il faut voir donc que finalement, l'odorat, c'est ce qui va nous amener à découvrir la loi des polarités sur tous ces aspects fondamentaux. C'est ce qui va encore beaucoup plus loin que simplement la sexualité physique, telle que nous pouvons la connaître. Naturellement, c'est quelque chose qui va jouer un rôle énorme dans le monde des relations humaines. Énorme. On pourrait dire que toutes nos relations sont souvent entendues par ça, même si on ne sent pas d'odeur. Vous avez vu que très rapidement, avec le goût, quand on a des goûts pour tel ou tel idéal, on n'a plus de goût sur la bouche. La même chose, quand on va monter au niveau de l'odorat, très rapidement, il n'y a plus d'odeur. Donc c'est simplement quelque chose qui fait que c'est bizarre. Par exemple, vous voyez, dans des expressions, quand on voit quelqu'un, ah, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien, cette personne. Au contraire, non, je ne la sens pas du tout. Non, c'est un peu étrange. Et du coup, si vous ne la sentez pas du tout et que vous l'avez dans le nez, bah, vous ne pouvez pas la piffer. Et oui, on a plein d'expressions qui sont vraiment d'une grande sagesse populaire et qui indiquent bien ce que ça veut dire. Comme si toutes nos relations étaient reliées à ça. Et regardez comme ça joue un rôle fondamental dans le racisme. Combien souvent on dit que les Blancs disent que les Noirs sentent trop fort, les Noirs disent que les Blancs sentent le cadavre, il y a la même chose avec les jaunes, il y a la même chose avec les roux, etc. Tout le monde a son petite opinion là-dessus parce qu'on trouve qu'il y a une odeur bizarre, comme s'il y avait des choses on n'arrivait pas vraiment à s'unir de ce point de vue-là. Si vous dites que quelquefois, avec ou sans odeur, c'est toujours ce senti. Et naturellement, cette odeur-là joue un rôle très important dans le monde de la sympathie, dans le monde affectif. Et c'est pour ça que, au niveau émotionnel, l'odorat, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme affectif. Donc c'est vraiment l'idéalisme émotionnel qui est notre monde de l'affectif, le monde de la sympathie, et ce que nous appelons le monde de l'amour humain. On est complètement là-dedans. On est complètement dans ce processus de sentir ce qu'on appelle des atomes crochus. Au niveau de l'odorat, on se sent, on ne se sent pas, on est bien, on est en sympathie, on se rencontre, etc. Et c'est là que l'éducation des enfants commence. C'est là que l'éducation des enfants commence. Parce qu'effectivement, il faut éduquer les enfants très tôt. Là aussi, il y a l'odorat. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui, dans notre société, là aussi, est tout à fait recommandable. Surtout si on vit dans des endroits qui sont remarquablement pollués, où les odeurs les plus nauséabondes dominent celles qui pourraient être agréables. Et encore, là, je suis que sur le plan physique. Mais c'est surtout dans une société, encore une fois, où de consommation, on peut même consommer l'autre. C'est vrai quelquefois, à travers les réseaux sociaux, il y a un processus de consommation de la relation. Voilà, puis après, on prend, on jette, on voit ce qu'on appelle les relations Kleenex. Et puis voilà. Alors qu'au contraire, l'odorat va nous amener à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Il va falloir apprendre aux enfants à s'allier, à prendre le temps de s'allier, prendre le temps de s'harmoniser, ce qu'on ne fait pas forcément souvent. Prendre le temps de s'harmoniser non seulement les uns aux autres, mais de s'harmoniser avec les animaux. Ça, c'est souvent fait quand on est possible. De s'harmoniser avec les végétaux, pourquoi pas avec les minéraux, de s'harmoniser à des paysages, de s'harmoniser à la planète, de s'harmoniser à toutes sortes de choses. Et surtout de s'harmoniser à eux-mêmes. Ça, c'est un point fondamental. Et comment on va le faire? On va le faire, et j'y reviendrai tout à l'heure, par la respiration. Parce que mine de rien, quand on enclenche la respiration, forcément on enclenche l'odorat. On enclenche donc en respirant consciemment, on enclenche un processus d'union, un processus de fusion, un processus d'alliance, un processus d'harmonisation. Et même à des enfants tout à fait en bas âge, et ça c'est vraiment des expériences qui ont été faites très très souvent, on peut commencer à leur faire des expériences très simples de respiration. Style yoga ou style petite méditation débutante, simplement tu t'assois, voilà, tu te mets comme tu veux les mains et tu penses à ta respiration. Et puis éventuellement tu peux respirer, voilà, ce que tu vois, tu respires l'arbre, tu respires le paysage que tu vois. Comme si, et plus tu respires, plus tu as l'impression que tu rentres dedans et que ce paysage il rentre aussi à l'intérieur de toi. Un système d'échange, apprendre l'harmonisation avec la respiration. Et je vous assure que les enfants à qui
on apprend ça. D'eux-mêmes, quelquefois, quand ils sont énervés, eh ben, file dans ta chambre. Oui, j'y vais. Eh ben, quelquefois, on va voir où ils en sont. 5-6 ans, hein. Voilà. Je respire, je me réharmonise intérieurement. Parce qu'ils sentent bien, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et ça, vous voyez, c'est vraiment, même s'il n'y a rien à sentir, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour comprendre bien cette histoire des sens, ils font très vite dépasser le processus purement physique pour remonter dans les aspects supérieurs. Là, il n'y a rien à sentir, si ce n'est à se sentir bien, à se sentir en harmonie, à se sentir se réharmoniser avec soi-même, avec les autres et avec l'ensemble. C'est vraiment cela, vous voyez, qui est l'enjeu de ce processus, donc avec l'odorat. Naturellement, au-delà par rapport aux adultes, c'est vrai que c'est tout ce processus en rapport avec la sexualité, en rapport avec nos rapports les uns avec les autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre du point de vue de l'odorat. Mais pour nous, au-delà de tout ça, ça va nous amener à la valeur supérieure. On va arriver très très vite finalement à la valeur supérieure de l'odorat, qui répond différemment à la question que pose l'odorat. Tout à l'heure, je vous disais, le goût, il posait comme question, qu'est-ce qui est bon pour moi? L'odorat, il pose comme question, avec quoi s'unir? Avec qui s'unir? À quel niveau? Est-ce que ce que je perçois là, ça vaut le coup de s'unir ou pas? Une personne, une circonstance, un lieu, un paysage. Voilà. Finalement, qu'est-ce que c'est que le processus de l'odorat? C'est tout simplement réussir à percevoir un taux vibratoire avec lequel on va juger propice ou pas de s'harmoniser, de s'unir. Ce taux vibratoire, ça peut être celui d'une personne, ça peut être un lieu. Vous pouvez rentrer dans un lieu et vous dire « Ouh là là, non, moi j'y vais pas ». Ou simplement sentir l'ambiance. Non. Alors quelquefois, on a des choses qui nous paraissent extérieures. « Oh là là, ça sent pas bon là-dedans » ou ça bon. Bon, j'y vais pas. Mais ça, c'est juste les aspects extérieurs. Souvent, c'est qu'on sent que c'est un lieu dans lequel on ne va pas se sentir en harmonie. Parce qu'il s'y vit des choses qui ne sont pas du même taux vibratoire que ce que l'on souhaite. Par contre, il y a d'autres endroits où on va rentrer vibratoirement, dire « Ouf, oui ». Et là, on va y aller parce que vraiment, il se passe quelque chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très important d'arriver à comprendre comment c'est ça qui est important. On ne sent plus d'odeur, mais il y a vraiment quelque chose où on apprécie ou pas justement ce taux vibratoire. Et c'est ça qui va être important. C'est ça qui, la réponse est importante, se dire avec quoi et avec qui je m'unis. Ça peut commencer très simplement donc par sympathie et émotion, mais ça va passer donc plus loin par une qualité qui est très très proche, on pourrait dire presque, de ce qui se passe au niveau du goût, et qu'on va appeler le discernement spirituel. C'est un petit peu quand même différent parce que dans le discernement au niveau du goût, on avait vraiment affaire à énormément de choses. Quand vous voyez l'arborescence que j'ai dessinée tout à l'heure, il fallait vraiment apprendre à choisir entre plein de choses et puis décider d'éliminer ou pas un certain nombre de choses. Là, non, il n'y a pas toutes ces choses-là. Là, il va falloir vraiment répondre à quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est comme si on devait trouver, mais finalement, en synthèse, avec quoi il faut vraiment que moi, en tant que personnalité, je m'unisse? Et la réponse, elle est évidente. Il faut s'unir à l'âme. Finalement, l'odorat qui nous met d'abord en rapport avec le couple extérieur, et tous les couples extérieurs et toutes les polarités extérieures, va nous apprendre progressivement à nous repérer et nous dire ce que je sens, c'est qu'il faut s'unir au couple intérieur, âme, personnalité. Et c'est ça qu'il faut rejoindre. Il faut absolument que je réussisse à rejoindre complètement ce monde de l'âme et à m'unir de ce point de vue-là. Et c'est très intéressant parce que là, souvent, on ne met pas non plus, souvent, l'odorat dans cet aspect-là, et pourtant il y est. C'est d'arriver à considérer que c'est exactement cette fonction qui permet aux pigeons voyageurs de retrouver leur maison. C'est ce qui permet à tous les oiseaux migrateurs de retrouver l'endroit d'où ils sont partis. C'est l'odorat. Et ça a été prouvé, pas pour les oiseaux migrateurs, bien qu'on ait des forts soupçons, mais ça a été prouvé par exemple pour les saumons. Les saumons qui pondent dans une rivière et puis qui vont vivre dans la mer des Sargasses et puis qui reviennent. Et quand ils reviennent, on dit mais comment ils retrouvent depuis la mer des Sargasses leur petite rivière d'où ils sont sortis? À l'odeur.
On en a eu la preuve tout simplement en perturbant l'odeur de certaines rivières et en voyant tous les saumons qui sentaient que pourtant ça semblait être là, mais ne reconnaissant pas l'odeur, ne s'engageaient pas dans la rivière. On mettait l'odeur d'origine et tous les saumons repartaient. Donc le sens de l'orientation fondamentale est un sens de l'odorat. Quel rapport avec nous? Oh, c'est très simple. Nous-mêmes, vous le savez, du point de vue fondamental, nous sommes partis d'en haut, nous sommes partis de l'âme, nous sommes partis de l'esprit. Et donc nous sommes partis de l'unité. Et nous portons en nous une espèce de nostalgie de l'unité perdue. On sait très bien que même si on en a perdu totalement conscience, si on ne sait plus du tout, mais fondamentalement, nous sommes âme, nous sommes esprit. Et qu'après avoir descendu la courbe d'involution, on va remonter la courbe d'évolution, et que maintenant il faut qu'on retrouve, comme dirait E.T., la maison. Il faut qu'on retrouve d'où on vient, il faut qu'on retrouve l'unité. Et finalement, l'odorat, vous voyez, c'est un sens supérieur, c'est celui qu'a le chien. Il faut qu'avec l'odorat, nous apprenions à pister le monde de l'âme. Il faut qu'on sente à travers notre vie intérieure quelle est la voie à suivre pour rencontrer à nouveau le monde de l'âme. Comment revenir là d'où on vient? Comment retrouver notre vraie nature? Comment réussir à sentir ça à travers tous les pièges, à travers tous les barrages de la personnalité, les mirages, les illusions, etc. À travers tout ça, eh ben non, comme un super chien qui a du flair, arriver à détourner tous les obstacles, à retrouver le chemin de la maison. Ça y est. On retrouve l'âme que l'on est fondamentalement et on est prêt à s'unir à cela. Voilà le vrai sens de l'odorat. Et donc cette discrimination spirituelle, ce discernement spirituel, c'est d'arriver, vous voyez, progressivement à répondre que oui, ben voilà, j'ai appris à m'unir à toutes sortes de choses sur un plan horizontal, mais maintenant je me rends compte que ce qu'il faut que je cherche, c'est la piste qui mène à cette union verticale et qui m'amène justement dans cette piste de l'âme. C'est donc ce qui amène à la méditation. Et c'est là où on s'aperçoit combien la méditation, c'est vraiment la science de l'union, c'est la science de l'odorat. Et c'est pas pour rien si en méditation on commence toujours par la respiration. C'est évident que quand on commence à respirer, on le fait souvent au niveau frontal pour commencer la méditation parce que ça nous centre sur la personnalité. Et puis après, c'est vrai que, et on le refera tout à l'heure, on médite beaucoup plus en rapport avec la respiration qu'on imagine au niveau coronal, parce que finalement, respirer à chaque fois, c'est entrer de plus en plus avec l'âme. C'est comme si finalement on devenait ça progressivement. C'est comme si on ne se contente pas d'être en contact avec l'âme, en rapport avec l'âme. C'est comme si en aspirant progressivement, on monte, on devient cela. C'est ça qui est important, oui, c'est de voir combien le sens de l'odorat va donner une espèce de réalité à ce que l'on perçoit. C'est pas simplement un idéal vers lequel on va, c'est quelque chose qu'on devient. C'est ça qui amène véritablement le sens de l'odorat. Donc, vraiment très important, l'odorat, je vais y revenir tout à l'heure, dans la méditation. Et puis, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que ça va nous amener beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Ça va nous amener à un idéalisme fondamental. Sur des plans supérieurs, c'est le moment où on perçoit et on vit complètement, on est identifié complètement à tous les idéaux fondamentaux, d'amour, de lumière, d'harmonie, etc. Et puis à un moment donné, donc sur les niveaux complètement supérieurs, on arrive à ce qu'on appelle l'omniscience. Ça surprend un peu. On dit, tiens, qu'est-ce que vient faire l'omniscience là d'un coup? Ben, l'omniscience, oui, c'est le moment où on sait tout. Mais on sait tout, non pas parce qu'on a tout appris, ce qui n'aurait rien à voir avec l'odorat. On sait tout parce qu'on est capable de devenir tout. On est capable de s'identifier à tout. On est capable de s'harmoniser à toute chose. Donc je sais tout parce que je suis tout. C'est ça, le sommet vraiment complètement de l'omniscience. À ce niveau-là, les gens qui ont atteint l'omniscience, ils ont un tel degré, on pourrait dire, de sainteté, que quand ils meurent en odeur de sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire mourir en odeur de sainteté? Oh, c'est très simple. L'odeur de sainteté, c'est lorsque certains personnages, certains grands mystiques meurent et que leur corps ne se décompose pas et sent la rose. C'est ça qu'on appelait l'odeur de sainteté. Et c'est très intéressant parce que ça nous mène à quel point l'odeur est un processus d'harmonie. Quand quelqu'un, à notre avis, ne sent pas bon, c'est parce que ça ne nous correspond pas, c'est pas harmonieux pour nous.
Mais c'est peut-être aussi que momentanément, peut-être pour lui, ben, il ne sent pas bon parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Toute disharmonie fondamentale amène toujours souvent des mauvaises odeurs. Partout. C'est intéressant de voir combien les chats ont beau se promener dans n'importe quelle condition, ils vont toujours remarquablement sentir bon. C'est une qualité chez eux, que n'ont pas les chiens. Bon, mais chez les chats, il y a vraiment quelque chose, donc une faculté de s'harmoniser qui est extraordinaire. C'est intéressant de voir que les chats sont beaucoup plus du point de vue justement de ce processus d'harmonisation, alors que les chiens sont beaucoup plus du point de vue du goût. Donc chien et chat, les deux aspects. Et donc c'est intéressant de voir que ces deux aspects, cette harmonie, c'est vraiment quelque chose que on peut même noter par exemple dans le compost. Un compost bien fait sent bon. Un compost qui est mal fait, tout de suite ça sent mauvais, ça pique, ça va pas du tout. Donc, c'est un système d'harmonisation, même vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous-mêmes, ça nous arrive de nous rendre compte que parfois, on ne sent pas très bon. C'est parce que peut-être momentanément, on est en disharmonie, il y a des choses qui ne vont pas très très bien. Et donc, on sent bien que tout rentre dans l'ordre à partir du moment où on retrouve une espèce d'harmonie intérieure en rapport naturellement avec notre niveau de conscience. Voilà donc ce que sont ces deux sens. Ils sont tout à fait fondamentaux. On pourrait dire que d'une certaine manière, le goût, c'est lui qui va nous amener un enthousiasme, une énergie. Quand on a le goût pour quelque chose, on y va. On est enthousiaste, on a vraiment, vraiment le goût de faire des choses. Et vous remarquerez combien on a toujours le temps pour ce quoi on a le goût. Et par contre, quand vous n'avez pas trop le goût, j'ai pas le temps, je suis complètement débordé, j'ai tellement d'autres choses à faire avant. Bon. Donc, c'est vous dire à quel point le goût, c'est vraiment le sens des valeurs, c'est ce qui nous permet de jauger nos priorités, nos valeurs prioritaires. Et donc, ça nous donne vraiment la pêche. Par contre, si j'ai tendance un peu à perdre le goût, au niveau physique, ça s'appelle la gueusie. On ne sent plus les papilles gustatives, mais ça, c'est un détail. Fondamentalement, ça nous arrive tous, et j'en reparlerai aussi tout à l'heure, d'avoir des pertes momentanées de goût. Plus rien n'a de sens. Mon système de valeurs est bouleversé. Mon système de valeurs est complètement bousculé. Je ne sais plus où j'en suis. Je perds le goût. Et la perte du goût, fondamentalement, c'est la dépression. Dès que vous perdez le goût, alors il y a des petites dépressions, des graves dépressions, et des moments des dépressions qui nous font tomber au fond du gouffre. À tel point qu'on a perdu tout idéal. Le rayon 6 a disparu. Tout idéal est terminé. J'ai plus aucun goût pour rien. Je peux même plus, l'effort dépressif, il ne voit même plus l'avenir. Je n'imagine même pas. Pour moi, c'est nos futurs. Et souvent, on les sort de la dépression en leur faisant à nouveau imaginer, en leur faisant travailler l'imaginaire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Le sens de l'odorat, lui, il nous relie à tous. C'est vraiment le sens qui nous amène à nous relier à tout, aux autres, à la nature, à l'ensemble, à la planète. C'est le reliant universel. Et donc, quand on est dans l'odorat, on est vraiment comme ça dans ce processus d'universalité. Et puis, quand on perd l'odorat, qu'est-ce qui se passe? Quand on perd l'odorat, quelquefois par accident, malheureusement, ça arrive, on perd le goût de l'autre. J'ai plus le goût de l'autre. Alors, c'est plus ou moins grave, mais ça commence tout simplement parce que j'ai de moins en moins envie de rencontrer l'autre, les autres. Je suis tellement bien tout seul. Finalement, je me débrouille bien tout seul. Je vis bien tout seul. Et je suis tout seul. Et dans des cas graves, il y a même jusqu'à la perte complète de la sexualité. Ça ne m'intéresse plus du tout. Voilà. Donc je suis tout seul dans mon coin. Et naturellement, l'un peut entraîner l'autre puisqu'ils sont complètement reliés. On peut commencer par une dépression puis perdre l'odorat. Ou bien on peut commencer par perdre l'odorat puis que ça aboutisse à une dépression. Les deux peuvent communiquer. Si vous dire combien tous les deux, ils nous donnent un enthousiasme relationnel, un enthousiasme de pouvoir se relier à tout, ce qu'on pourrait appeler un goût odoré, pour mettre les deux ensemble. Par contre, ils peuvent nous emmener tous les deux dans le fond du trou parce que, voilà, on ne croit plus en rien, on n'a plus de goût, on est dépressif et que du coup, on va s'isoler parce que, voilà, je suis tout seul dans mon coin et ça va très très bien comme ça. Je vous dis ça parce que c'est important de les voir ensemble. Et c'est pour ça qu'encore que ce soir, on avait appelé cette conférence donc le goût de vivre et le goût d'unir. Vous commencez à aller voir pourquoi le goût de vivre et le goût d'unir. Et vous commencez à voir aussi comment ce titre peut se vivre et se comprendre de manière différente. On peut simplement voir le goût de vivre et d'unir avec un petit V et un petit U.
Oui, c'est le goût émotionnel. Quand on est effectivement au niveau de l'imagination ou de l'idéal émotionnel, on peut avoir beaucoup de goût pour vivre ce que notre vie émotionnelle, notre vie désire. Et l'union au niveau émotionnel, au niveau affectif, etc., c'est très bien. Mais dès qu'on remonte sur des niveaux supérieurs, ce que nous avons à travailler, à savoir le discernement pour savoir quoi garder comme valeur et quoi rejeter, et le discernement spirituel pour découvrir que l'union fondamentale, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est le goût de vivre avec un V majuscule et le goût d'unir avec un U majuscule. Et donc c'est important de voir que oui, c'est ce goût de vivre et d'unir, pour passer de la minuscule à la majuscule, ces deux sens sont fondamentaux. C'est eux qui vont nous éduquer. Toute notre éducation, toute notre progression de conscience, elle est là, à travers ce sens du goût et ce sens de l'odorat. Il faut vraiment donc les comprendre complètement ensemble. Regardons ce que ça donne si on les sépare. Quelqu'un qui aurait par exemple le goût sans l'odorat. Il pratique très très peu l'odorat. Je ne parle pas au niveau physique, je parle au niveau psychologique. Eh bien, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de goût, beaucoup de choses qui le passionnent. Mais comme il n'y a pas d'odorat, ça reste extérieur. Ah oui, je suis passionné par ça. Ah oui, j'adore ça. Et ça, c'est fondamental. Et oui, c'est à l'extérieur de moi. Je vais me nourrir de ça. Mais je n'entre pas à l'intérieur de ça. Ça ne fait pas partie de moi. Du coup, ça reste un peu à l'extérieur. Regardez, c'est flagrant quand on rencontre quelquefois certaines personnes qui sont des intellectuels de l'ésotérisme. Dans certains groupes, on en trouve beaucoup. Des gens qui savent énormément de choses sur l'ésotérisme et qui se passionnent complètement pour ce monde, qui savent tout sur le symbolisme, sur les grandes histoires, voilà, grands ésotéristes. On se dit, mais alors, ce sont des grands sages. Non, non, non. Ça reste des grands ésotéristes intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement le goût pour ça. Ils n'utilisent pas l'odorat pour entrer dans ça. Donc ça, ils peuvent vous faire des discours extraordinaires sur le monde de l'âme et le monde de l'esprit, mais le vivent-ils? Non, quelquefois ils ne méditent même pas. Ils n'entrent pas dedans. Ça reste à l'extérieur. Et à un certain niveau, on peut voir qu'on connaît tous des idéalistes de salon. Des gens qui vous balancent comme ça des idéaux au niveau social, au niveau politique, au niveau religieux. On a tous comme ça. On est quelquefois tous un petit peu des idéalistes de salon parfois. On va dépendre de telle idée, etc. Très bien. Ça, c'est le goût. C'est à l'extérieur. Est-ce qu'on rentre dedans? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on prend le temps de respirer ce qu'on dit? Est-ce qu'on respire notre goût? Si oui, ça devient cohérent. Si oui, j'habite complètement mon goût. Et du coup, ok. Sinon, ça reste quelque chose qui est à l'extérieur. Et c'est incohérent. Je dis des choses, mais je ne les vis pas. Ou tellement partiellement que pas. Donc vous voyez, c'est ça le problème. C'est que chaque fois qu'on reste dans le goût, mais qu'on ne va pas dans l'odorat, on ne fait pas l'effort d'entrer dans les choses. Vraiment, l'odorat va nous dire, reste pas à l'extérieur. Si tu as un goût et que tu es dans ton goût, tu vas puiser dans ce goût, ça te nourrit toi. C'est bien, tu as des goûts, tu as des tas de choses comme ça te dynamise. Mais l'odorat nous demande le mouvement inverse. Sors de toi et rejoins ce goût, rejoins cet idéal. Sors de toi, fais un transfert. Il ne s'agit pas d'amener de l'extérieur en toi, mais toi, au contraire, de t'amener vers les sphères de conscience d'ensemble, vers les sphères de conscience globale. Ne cherche pas à amener ça en toi. Et c'est là où l'odorat est vraiment le complément indispensable du goût. À l'inverse, à l'inverse, si je suis complètement dans l'odorat, mais pas beaucoup de goût, chaque fois que je rencontre quelqu'un avec lequel j'ai des atomes crochus, je flash. Je suis en sympathie, mais avec une vitesse extraordinaire. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est la personne, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme que j'attendais, c'est super. Ou alors, c'est des potes, c'est des gens extraordinaires, je les ai rencontrés, on va devenir potes, on va devenir amis. Ou bien ce sont des collègues, c'est des gens géniaux, on a décidé de monter une boîte ensemble parce qu'on vraiment, on se sent bien. Il y a longtemps que vous vous connaissez, non, 24 heures, mais oui, on flash, c'est le coup de foudre, c'est la sympathie, c'est la syntonie, on est tout de suite ça ensemble. Et on est dedans. Et on s'unit, on fait quelque chose ensemble. Oui, mais qu'est-ce qui manque? Le discernement? Avons-nous les mêmes valeurs? Si j'utilise pas le goût,
Est-ce que je ne me suis pas laissé embarquer quelque peu dans mon histoire d'idéalisme émotionnel, de sympathie immédiate, sans se rendre compte que fondamentalement, si je ne vais pas y voir, on n'a pas les mêmes valeurs. Alors, on lance un projet ensemble, c'est super, c'est sympa, ouais, on est une bande de potes, ça va bien se passer. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte que, bah non, on n'a pas les mêmes valeurs. Ah bon, toi, tu voulais faire ce projet pour telle raison fondamentale? Ah bah pas moi. Et voilà, obligé de faire demi-tour. Et combien de personnes s'embarquent comme ça dans des histoires, dans des projets, dans des groupes, dans des trucs dont après ils se mordent les doigts, ils essaient de faire demi-tour parce qu'ils se rendent compte que les gens avec lesquels ils se sont embarqués, bah c'est pas les mêmes valeurs. C'est dommage parce que c'était bien sympathique. Bah oui, mais on s'est pas mis d'accord sur les valeurs. De la même façon, vous avez des gens qui peuvent s'embarquer, comme ça tout à fait avec un odorat sans goût, sur des fake news. Ouais, il paraît que, je l'ai vu sur Internet, ouais, hop, je m'embarque là-dessus. Où est le discernement? Bloup, 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 nulle part. Et donc forcément, c'est vrai. Et on s'unit à ça parce qu'on le sent bien. Je la sens, cette nouvelle. Je suis sûr. Non, je suis sûr que c'est pas une fake news. J'ai aucun discernement, mais c'est pas grave. Je sens que c'est vrai. Moi, j'ai un flair pour ça. Bah, tu parles. Comme quoi, il y a des chiens qui n'ont pas de flair. Bon. Donc, voilà pourquoi on arrive à se tromper complètement et pas quand on n'a pas justement ce processus de goût. On voit donc bien combien il faut vraiment avoir les deux ensemble, constamment. Les deux se renvoient constamment à la balle et on doit avoir ces deux éléments. Le goût odoré, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que c'est quelque chose que l'on vit à la fois donc comme un objectif et comme quelque chose que l'on vit intérieurement soi-même. Là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On retrouve d'ailleurs avec cette paire-là quelque chose dont je vous rappelais l'existence au tout début de la conférence ce soir et que nous avons traité la fois dernière. Je vous disais que pour pouvoir aller de plus en plus dans cette conscience solidaire, et qu'il fallait qu'on s'éduque de plus en plus au mental, au cœur et au sens, à la sensibilité. Regardez comme on retrouve ça étrangement ce soir, ça vous donne à quel point le sens du goût et de l'odorat sont une base fondamentale pour démarrer cette histoire de sensibilité. C'est que finalement, à travers le goût, très rapidement, on va trouver l'importance d'un fonctionnement mental, de discernement. Comment, à travers l'odorat, on va retrouver un système de cœur, beaucoup plus d'alliance, de percevoir comment s'unir. Et tout ça, ce sont des sens. On retrouve donc notre trilogie composée de mental, de cœur et des sens. Et comment il nous faut allier justement ces trois éléments pour pouvoir progresser. Progresser à travers le goût odoré, c'est vraiment ça qui est important. Progresser à travers le goût de vivre et d'unir, c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir constamment à l'esprit. Comment? Peut-être en pensant à une phrase que nous, adultes, nous avons facilement tendance à dire aux enfants. Goûte d'abord. Tu diras après si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Mais goûte au moins. Parce qu'il est vrai que les enfants ont certaines tendances à ne pas vouloir goûter, à rester sur leur a priori et dire non, non, c'est pas bon. T'as pas goûté, tu ne peux pas dire si c'est pas bon. Tout le monde a fait ça. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas le faire aussi pour les adultes? Pas sur le plan de la nourriture, hein, je monte. Pour les gens qui vont vous dire que non, bah non, tel pays, non, non, telle expérience, non, la méditation, non, non, telle chose, non, non, j'en veux pas, j'aime pas, c'est pas bon. T'as goûté? Non, 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 mais je le sais, c'est pas bon. Goûte d'abord, et tu diras après. Et combien de fois dans notre vie, on se rend compte qu'on a aussi, nous, nos a priori, et qu'on s'enferme complètement dans des systèmes un petit peu comme ça, un peu anciens, qui font qu'on ne cherche pas forcément à goûter d'abord. On ne renouvelle pas ça. C'est comme si on restait bloqué sur nos vieux systèmes. On a une espèce de paresse fondamentale du goût odoré. Alors, je mets goût odoré pour vous dire que c'est les deux. On a une espèce de paresse fondamentale parce que on est bien dans notre système. Regardez l'importance du goût odoré dans notre enfance, dans notre adolescence. On a vécu des choses, des goûts, qu'on a sentis, qu'on a respirés, et qui nous ont rendus bien. Et ça s'est tellement engrammé en nous que depuis c'est resté. Ça, ce goût odoré, ça c'est bien. Ça, j'en redemande. Et même 50 ans plus tard, ça c'est bien. Et l'inverse est aussi vrai. On a aussi vécu, naturellement, des goûts odorés douloureux, dans la disharmonie totale. Ah, ça plus jamais entendre parler. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que quelquefois, même adultes, vous avez des gens qui disent « Non, j'aime pas les épinards. »
Depuis quand? Depuis que je suis gamin. T'as jamais réessayé? Non, non. Bon, alors, là encore, du point de vue de la nourriture, ça paraît un peu un gag. Mais il y a toujours des gens comme ça. Mais regardez ce que ça veut dire au niveau psychologique. Tout ce qu'on n'a pas essayé, tout ce qu'on n'a même pas voulu entendre, ce qu'on n'a pas voulu essayer, parce que on sait très bien qu'on n'a pas le goût pour ça. Et regardez donc comment on reste la plupart du temps bloqué sur des vieux goûts odorés. Combien on reste bloqué sur de vieux systèmes harmonieux ou disharmonieux et qu'on ne veut plus entendre parler. Et c'est là qu'on se rend compte combien il est nécessaire pour nous maintenant d'arriver à nous ouvrir de plus en plus. Si on veut vraiment s'ouvrir dans ce goût de vivre et d'unir, il faut aller de plus en plus loin. Il faut dépasser nos anciens blocages. Il faut dépasser là où on en est resté. Il faut rentrer de plus en plus donc dans une autre éducation à tout cela. Voilà pourquoi c'est intéressant de se poser question tous les jours, à chaque fois qu'on a des a priori. Non, non, ça j'aime pas, ça je veux pas. Bah goûte au moins. Tu diras après si t'aimes ou si t'aimes pas. Vous serez surpris le nombre de fois où on se le dit. Vous serez surpris de voir combien il est nécessaire dans notre quotidien de rafraîchir constamment notre sens des valeurs, notre sens du goût odoré. Combien il est fondamental de ne pas en rester à ce qu'on connaît et d'arriver à vouloir sans arrêt élargir les choses. Tout point de vue, ne serait-ce que pour voir, goûter. Hein, du point de vue musical, du point de vue artistique, du point de vue des choses dont vous n'avez pas l'habitude, du point de vue des... toutes sortes de choses. Se rendre compte qu'on est souvent un petit peu limité parce qu'on ne songe même pas à goûter. Après, personne ne vous oblige à en reprendre. Mais goûtez au moins. Et oui, ça ouvre considérablement notre processus justement intéressant. Et c'est ça qui va nous amener progressivement dans ce goût odoré. C'est ça qui nous amène progressivement à intérioriser tout ce processus d'essence. C'est ça qui va nous amener, comme je vous disais tout à l'heure, de la petite vie et de la petite unité à la grande vie et à la grande unité. Quand on passe de plus en plus donc, dans ce discernement du goût et ce discernement spirituel. On s'aperçoit que beaucoup de choses peuvent nous amener. On peut être aidé par l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous donner des conseils, etc., pour nous amener progressivement à enrichir ce sens du goût odoré, à aller de plus en plus loin. Puis à un moment donné, plus personne ne peut faire quoi que ce soit pour vous. Vous vous trouvez à la porte de l'auto-éducation. C'est à vous de comprendre le processus du goût odoré et de vous auto-éduquer. Et de comprendre, alors, maintenant que tu as vécu un certain nombre de choses, quel goût tu as. On commence par s'apercevoir généralement qu'il y a des goûts qui tombent, que dans ce schéma de l'arborescence, on commence à voir qu'il y a des goûts qui sont de moins en moins présents, des choses qui m'intéressent de moins en moins. Quelquefois, les gens trouvent ça inquiétant, signe de vieillissement, alors que c'est un signe de sagesse. C'est qu'effectivement, il y a des choses qui tombent. On s'aperçoit que l'arborescence diminue quelque peu et qu'on se recentre peut-être sur des choses plus fondamentales. On s'aperçoit que finalement, il est intéressant d'arriver à affirmer telle ou telle ou telle valeur. Les valeurs du groupe, les valeurs de l'ensemble, les valeurs de l'humanité, les valeurs écologiques, les valeurs de la terre, les valeurs de l'âme. Et c'est quelque chose qui nous attire de plus en plus. Et on y va. Mais on se rend compte aussi, à travers ce discernement, que l'anus est toujours là, qui nous guette, si j'ose dire, en disant « Qu'est-ce que tu rejettes? Qu'est-ce que tu balances? Ne garde pas tout, sinon tu vas te faire complètement une constipation de valeurs. » Et combien de fois on est constipé des valeurs? Des fois, quand on ne sait plus dans la vie où on en est, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi... Par contre, le moment où vous prenez votre décision, ça y est, j'y vois clair. Ah, c'est super. Vous voyez, toute notre psychologie a constamment des effets sur notre propre corps, sur ce que nous vivons. Et donc c'est intéressant de voir que nous aussi, nous avons à percevoir tout ce qu'il faut lâcher, même si ce n'est pas facile. Et on se trouve à un moment donné, à un moment difficile. À un moment où on constate que les anciennes valeurs ne nous intéressent plus beaucoup, ou de moins en moins. Et que les nouvelles valeurs, on n'est pas encore dans le goût enthousiasmant. Du coup, on se rend compte qu'il faut lâcher des choses, puis c'est pas très très grave, parce que finalement, j'ai de moins en moins de goût aussi pour ça, un petit peu encore de temps en temps, mais de moins en moins. Mais je sais pas trop où aller. Tu disais les valeurs de l'âme. Ça t'enthousiasme pas, les valeurs de l'âme? Si, ça m'enthousiasme. Vas-y, alors, j'y vais, j'y vais de ce pas. Alors, c'est par où? Donc, les valeurs de l'âme. Bon, je vais méditer. Et puis, je vais méditer parce que, voilà, je suis enthousiasmé par les valeurs de l'âme. Et donc, je vais méditer un quart d'heure.
Mais je fais bien, hein, je contacte la lumière et tout, et puis je reviens. Voilà, j'ai médité un quart d'heure. Ouh, bah ça se voit, dis donc. Tu ressors de là vraiment, vraiment avec un goût odoré c'est super, c'est génial, ça va illuminer ta vie. Bah non, effectivement. Parce que la plupart du temps, on fait les choses par devoir. Parce que dans ce moment-là, on ne sait plus très bien où est notre goût. Et comme on ne sait plus très bien où est notre goût, bah, l'odorat n'y est pas non plus. Et on vit dans un moment souvent difficile. C'est un moment qui pourrait paraître quelquefois, c'est une mini-dépression. Hein. Je ne sais pas la dépression, mais quelquefois c'est des moments où on ne sait plus trop où on en est parce qu'on est à cheval comme ça entre deux zones de goût. Plus tellement attiré par les anciens, pas encore suffisamment attiré par les nouveaux. Et c'est des moments où on doute. À quoi ça sert tout ça? C'est le moment où on est dans l'aquabonisme. À quoi bon? À quoi ça sert? Est-ce que je me raconte pas des histoires? Est-ce que c'est pas des illusions? Est-ce que je ferais pas mieux de vivre comme tout le monde? Qu'est-ce que je m'embête avec tout ça? Est-ce que je me raconte pas des histoires? Bref, on paumé. Et dans ces moments-là, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on devient quand on perd le goût et l'odorat. Donc c'est un moment de flottement qui peut durer plus ou moins longtemps. Pour certains, c'est vrai que si on fait rien, ça peut durer longtemps. Si on prend le problème à bras-le-corps, ça peut durer beaucoup moins de temps. Si on se rend compte qu'effectivement, bah, c'est normal. Déjà, c'est une chose importante. C'est normal à un moment donné de passer par là. Entre le moment où j'ai accumulé tellement de choses et le moment où il va falloir s'en défaire pour revenir à des goûts odorés plus simples, c'est évident que bah, y a un passage difficile entre les deux. Bah alors, que faire? Bah, retrouver justement ces valeurs d'ensemble en retrouvant le processus donc, de la respiration. Il y a un truc qui est très important avec la respiration et avec l'odorat, c'est le corps éthérique. Vous vous souvenez, le mois dernier, on a parlé du corps éthérique en disant que c'était le fondement même de l'inséparabilité des choses. Que vivre le corps éthérique, c'est ça qui faisait qu'on était tous reliés et qui faisait que tout était absolument solidaire. Or, le corps éthérique, nous en avons un échantillon par notre propre corps. Et qu'est-ce qui nourrit ce corps éthérique? Qu'est-ce qui nourrit de prana ce corps éthérique? C'est la respiration. Quand nous respirons, nous avons deux petits points ici au niveau du nez qui captent le prana de l'air et qui nourrit et qui développe complètement ce corps éthérique, échantillon du corps éthérique global. Autrement dit, la respiration se trouve être un point tout à fait fondamental. Non seulement c'est quelque chose qui nous fait participer à ce corps d'énergie, parce que plus nous-mêmes nous vitalisons notre propre corps d'énergie par la respiration consciente, plus nous vitalisons autour de nous, plus nous participons à quelque chose d'ensemble, et plus nous nous sentons participer à ce monde en solidaire. Et ce monde, ce n'est pas quelque chose simplement qui reste comme un goût solidaire, comme on est dans l'odorat, puisque en même temps qu'on respire, on est dans l'odorat, et bien en même temps que nous vitalisons ce corps émotionnel, ce corps éthérique, pardon, nous fusionnons avec. Nous devenons ce corps éthérique. Voilà pourquoi la magie de la respiration est telle, c'est qu'à la fois, ça nous fait participer d'une manière encore plus grande à ce corps d'énergie globale qui est vraiment le vecteur de la solidarité, et en même temps, nous respirons en pensant que nous devenons cela, l'odorat c'est devenir cela, nous devenons ce corps de solidarité et nous devenons vraiment ce processus-là. Naturellement, encore une fois, le corps éthérique n'a pas d'odeur, mais quand on a réussi à percevoir combien le taux vibratoire de ce monde de solidarité qui nous met en communication avec tout est tel que on sent que c'est à cela que nous devons réussir à nous unir. Et donc, quand on a perdu le goût, voilà par exemple des moyens de le retrouver. Parce qu'il faut le faire consciemment, parce que personne ne peut le faire à votre place. Autant, quand on est dans la personnalité, il y a plein d'autres, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Il y a plein de gens qui peuvent vous stimuler. Il y a plein de gens qui peuvent vous dire « Oh, bah, c'est pas grave, là, tu as une petite dépression, mais fais un voyage, tu vas voir, tu vas retrouver le goût. » Et effectivement, on retrouve le goût, c'est juste un petit passage. Quand on arrive à ce passage intérieur, on est confronté à ce test majeur « Démerde-toi. Maintenant, tu es assez grand, sinon tu n'en serais pas arrivé à ce point-là. Mais si tu es arrivé à ce point-là, c'est à toi de t'auto-éduquer, t'auto-discipliner. Alors, mets-toi devant un paysage et respire-le. Mets-toi devant des arbres, mets-toi partout où tu veux et apprends à respirer cela. Deviens cela. Ne prends pas que ça comme si tu faisais rentrer le paysage en toi, mais apprends à participer à ça. En respirant le paysage, tu respires le corps éthérique, tu respires l'ensemble. Tu fais partie de cette solidarité. Alors, en respirant ça, tu deviens cela. Et puis,
Même chose avec la méditation. Même si au début, on ne sait plus très bien où on en est, bah, c'est d'arriver à connecter l'âme que nous sommes, à connecter ce point de lumière, ce point d'amour. Et là encore, si j'en reste simplement à ce goût, c'est quelque chose qui est extérieur. Dès que je touche un tout petit point de lumière, même que j'imagine, l'imagination est créatrice, il ne faut pas l'oublier, j'imagine la lumière en moi, j'imagine l'amour en moi, et ben, aussitôt je le respire. Aussitôt je deviens cela. Aussitôt je me projette complètement de plus en plus dans cette sphère. Et vous allez voir, ça c'est magique, que même si au début vous faites un peu la gueule, que si au début, même si vous êtes un peu, je médite, un peu par devoir, parce qu'il faut le faire, par discipline, plus vous respirez tout doucement et plus vous vous donnez à cela, il y a un sourire intérieur qui se met en place. Ça s'élargit. Il y a une banane intérieure qui ouvre. Ah, et ça y est. Et on peut tous le faire en quelques secondes. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a des moments où on est tellement dans la choucroute qu'on sait qu'on peut le faire, mais je ne le ferai pas quand même. Je reste dans ma dépression et zut. Bon, bah tant pis pour toi, tu te démerdes. Mais vous voyez, il y a des moments où finalement, à un moment donné, on dit, bon, c'est trop bête, je sais que je peux le faire, je le fais, et en quelques secondes, je change. C'est comme si d'un seul coup, la couche de nuages se dégage, et la lumière, qui n'a jamais disparu, est toujours là. Quand on ne voit plus le soleil à cause de la couche de nuages, c'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il est simplement momentanément voilé. Donc simplement, si on fait ce qu'il faut pour ça, eh bien, on le retrouve. Et c'est là où vous voyez l'extraordinaire interaction entre le goût et l'odorat. Si j'ai un peu le minimum de goût pour m'y remettre, et que j'enclenche l'odorat, l'odorat stimule le goût, qui stimule l'odorat, qui stimule le goût, qui stimule l'odorat. Waouh, j'y suis. Je retrouve cette unité intérieure. Ça y est, ça a marché. Voilà donc le secret de notre progression, vous voyez, à travers ces deux groupes. Vous comprenez pourquoi nous avons commencé par ces deux-là? À quel point ils ont une importance dans notre société, dans l'éducation à la solidarité pour les enfants, à notre propre éducation extérieure, intérieure. Et vous verrez que quand nous allons voir donc les prochains sens, donc dans les mois à venir, bah, c'est la clé. Quand on essaiera de voir que bah, l'art d'écouter, l'art de toucher ou l'art de voir, au-delà des apparences, ça ne marche que si vous en avez le goût. Si vous n'avez pas envie, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment la clé de notre évolution. À chaque fois, avoir ou ne pas avoir le goût odoré, c'est ce qui nous permet d'évoluer ou pas. À nous de choisir. Et bien, je vous propose de méditer là-dessus.